passe la parole à Quentin. Alors, Quentin, donc de Terrinovia, sur maintenant qu'on a dit qu'on diversifiait, comment on va les cultiver, ces légumineuses à graines? Bonjour à toutes et tous, donc je m'appelle Quentin Lambert, je travaille chez Terrinovia en tant qu'ingénieur de développement. J'ai deux missions pour l'Institut, une régionale, donc sur quasiment l'ensemble des départements d'Occitanie, sur l'ensemble de nos cultures également, Oléopro, au contact des différentes structures qui développent nos cultures. Et puis j'ai une deuxième mission d'envergure nationale sur la culture du pois chiche, dont on reviendra tout à l'heure, en tant que référent technique pour l'Institut. Non, hop. Je passe très rapidement sur la présentation. Vous l'aurez dans le livret. D'ailleurs, vous allez retrouver des slides supplémentaires que je présenterai pas là, que vous retrouvez dans le livret également. Ne soyez pas surpris. J'ai écourté quelques slides, mais qui me paraissaient quand même intéressants de vous mettre dans les livrables papier. Du coup, les clés de réussite des légumineuses à graines. Donc déjà, mais quand on parle de légumineuses à graines, de quelle espèce on parle? Chez Terrinovia, les légumineuses à graines, ben ça va être toutes celles-ci. Vous avez les trois premières qui sont donc la famille des protéagineux, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, avec la fèverolle, le pois protéagineux et puis le lupin. Ensuite, vous avez une deuxième famille, ici, les légumes secs, avec la lentille et le pois chiche. Et puis enfin, un oléagineux hein, qui fait partie de la famille des légumineuses à graines, qui est le soja. Pour les trois premières, on va être majoritairement aujourd'hui sur de l'alimentation animale. Les deux suivantes, les légumes secs, on en a parlé tout à l'heure, notamment durant la table ronde, on est sur l'alimentation humaine. Et puis le soja peut répondre à différents débouchés. Et c'est toujours pas mon pointeur, je pense que je vais le poser quand j'en aurai pas besoin. Toutes ces espèces, elles ont plein d'intérêts à l'échelle du système. C'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais je vous ai un peu remis tout ce qu'on peut attendre de nos légumineuses à graines dans le système. Donc c'est un large panel de cultures et il va falloir bien les positionner dans les systèmes parce que chaque culture ne peut pas répondre à tous les enjeux en fonction des pédoclimats, etc. Je vais prendre des cas concrets, je ne vais pas vous reprendre toutes les espèces ici, je vais prendre des cas concrets pour illustrer un petit peu la maîtrise d'itinéraires techniques pour la réussite de chaque espèce dans les rotations des producteurs. Et je vais donc retenir le pois protéagineux, le soja, le pois chiche et enfin la lentille. Déjà, quelques règles globales d'intégration des légumineuses à graines dans les systèmes. Je vous parlais à l'instant, hein, toutes ces espèces ne peuvent pas se retrouver dans toutes les rotations, dans toutes les régions. Je parlais du lupin, par exemple, que je n'ai pas retenu pour cet après-midi. Le lupin, on a des caractéristiques pour la réussite, notamment sur le calcaire actif, qui va limiter très fortement la présence de cette espèce dans les systèmes, notamment du sud-ouest. On parle du pois protéagineux, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a aussi des caractéristiques bien précises et j'y reviendrai. Ensuite, la règle d'insertion, elle va être à l'échelle du système sur le retour d'une même espèce ou de deux espèces de légumineuses, puisqu'elles peuvent être concernées par des maladies, les maladies telluriques, hein, donc les maladies qui se conservent dans le sol. Et pour éviter d'avoir des problématiques de pathogènes, on va allonger le retour soit d'une même espèce ou soit de deux espèces de légumineuses. Ensuite, tant qu'à faire, on va profiter des bienfaits de cette légumineuse pour la culture qui va suivre. Forcément, le reliquat, c'est la première chose qui vient en tête, donc on va en profiter avec une culture qui va valoriser les unités d'azote qui vont rester dans le sol pour la culture qui suit. On en a parlé tout à l'heure avec le projet Cypre, hein, une bonne alternance, une bonne diversité de cultures plutôt de type printemps, plutôt de type hiver. Et enfin, on a parlé des charges herbicides hein, aussi à l'instant. On va éviter hein, dans certains systèmes, dans certaines parcelles, où on sait que le stock semencier, le type de flore est trop diversifié, trop difficile d'intégrer des cultures où on a peu de levier de gestion, soit en chimie, soit en désherbage mécanique. Donc on ne va pas mettre à mal dès le départ des espèces qui ne seraient pas adaptées à un historique, et notamment un historique adventice.
on en a aussi beaucoup parlé ce matin, j'y reviens pas, mais le débouché, la commercialisation et ou la contractualisation sont très très importantes pour valoriser la production que l'on va faire. Donc je commence par mon premier cas type avec donc le pois protéagineux. Le pois protéagineux, il pourra s'intégrer dans quel contexte? Donc, je vais reprendre pour chaque espèce la même construction de slide. On va reprendre 3 types, le type de sol, le climat et l'itinéraire technique. Notre pois protéagineux, aujourd'hui, on va plutôt le positionner sur des terres avec des réservitives plutôt élevées. C'est une culture qui va demander à avoir de la disponibilité en eau et notamment au printemps, et on sait que dans notre région, c'est des mois, donc les mois d'avril, les mois de mai, pendant la floraison, et puis le remplissage des graines et dans les gousses, on peut avoir des problématiques de réserve facilement utilisables. On va éviter des terres hydromorphes pendant l'hiver. Toutes les légumineuses à graines, ça reviendra pour chaque légumineuse à graines, toutes les légumineuses sont sensibles à l'hydromorphie hivernale, parce que ça va nuire à la symbiose, donc à la mise en place des nodosités. Et la mise en place des nodosités, elle est indispensable pour après l'alimentation azotée pendant la phase de construction du rendement. Pour le pois protéagineux, qui va à la récolte être se retasser vers le sol, on va éviter des sols trop caillouteux avec trop de cailloux en surface. Et puis on va évaluer le risque aphanomycèse. Donc ça, c'est un exemple par exemple des maladies telluriques que l'on peut retrouver et qui est commun à de nombreuses légumineuses à graines. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, le risque aphanomycèse est plutôt globalement faible, mais ce n'est pas le cas dans le centre ou dans le nord de la France. Pour la partie climat, globalement, ce qu'on va vraiment, le point où on va s'attarder, ça va être la sensibilité au déficit hydrique et thermique pendant la floraison. Donc c'est les mois de mai-avril que je vous indiquais à l'instant, avec un seuil qu'on peut retenir de température supérieure à 25 degrés pendant la floraison qui va nuire à la mise en place des gousses, donc le fait que les fleurs tiennent et n'avortent pas. Donc ça, c'est des températures, donc c'est les températures maximum qu'on peut retrouver ici dans notre région sud assez fréquemment pendant la floraison qui vont nuire au potentiel de rendement. Donc un impact très clairement pour le pois protéagineux du climat. Je ne vais pas m'attarder sur la partie itinéraire technique, je vous laisserai en prendre connaissance, simplement pour vous dire qu'on a certains bioagresseurs, le puceron vert qu'on retrouve régulièrement dans notre région, et puis les maladies ASCO, botrytis ou bactériose par exemple, et c'est le point que je vais retenir pour la suite du pois protéagineux, la gestion des maladies. Avant ça, un petit point, un focus très rapide sur les surfaces. On m'a parlé tout à l'heure des surfaces France, il ne me semble pas qu'il y a eu les surfaces en Occitanie. Ici, vous avez donc les surfaces du pois protéagineux depuis 2010. Le rendement à titre d'expertise Terrinovia moyen de la campagne dernière 2024, qui est plutôt une bonne campagne, assez hétérogène, mais plutôt une bonne campagne. On n'a pas eu justement ces phases de sec pendant la floraison et pendant la mise en place du rendement, ce qui a fait que dès lors qu'on a limité l'impact des bioagresseurs, on a réussi la culture. Et puis, des principaux freins techniques observés, là aussi c'est à titre d'expertise Terrinovia, on essaye de faire remonter ce qui pour nous impacte le plus la réussite de la culture, et forcément pour notre sud-ouest la contrainte climatique est le point, un frein majeur qui limite la mise en place du rendement, et puis la gestion du mildiou, qui est une maladie plutôt de début de cycle, de fonte des semis, où on a perdu des leviers de lutte là assez récemment. Et puis un point particulier, une valorisation et de rentabilité à l'échelle pluriannuelle qui convient quand même de noter pour nos pois protéagineux, qu'ils soient d'hiver ou de printemps. Donc je passe sur cette partie gestion des pathogènes à l'échelle du système. On va voir que pour réussir la culture, il convient de mettre en place un certain nombre de leviers dès l'implantation qui vont nous permettre de limiter la présence des maladies et qui donc vont faciliter dans l'itinéraire technique la gestion, afin de limiter les charges liées aux fongicides et à la stratégie fongicide. Donc très rapidement, des maladies, il y en a un certain nombre qu'on peut retrouver au niveau foliaire en pois protéagineux. Vous avez donc l'ascochyta, Didymela pinodes qui sont rassemblés sur le terme commun d'ascochytose, la bactériose et puis le choleclotrichum qui est plutôt une nouvelle maladie, un nouveau pathogène qui arrive ces dernières années,
qui a beaucoup touché l'année dernière le nord de la France, mais qu'on retrouve aussi dans le sud. Et vous avez la fréquence de détection ici des différents pathogènes. Donc quand c'est rouge, c'est que c'est positif dans tous les analyses que l'on a pu faire. Et quand c'est orange, c'est qu'on a retrouvé des traces sur les plantes qui étaient touchées, hein, donc les plantes qui nous posaient question au champ qu'on a envoyé à notre laboratoire. Donc vous voyez hein, un certain nombre de pathogènes qui peuvent toucher et qui créent hein, des nécroses jusqu'à des pertes de plantes sur la partie végétative. Donc, je vous disais, une lutte intégrée pour essayer de limiter au maximum l'utilisation des fongicides. Et ça passe déjà par le choix de la parcelle. On sait qu'on a des parcelles qui vont être plus à risque sur le développement de maladies du pois protéagineux que d'autres. Et sur ces parcelles ou ces types de structures, on peut retenir les sols hydromorphes, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc des sols qui vont être stressants pour nos légumineuses à graines et qui vont du coup favoriser l'expression de différentes maladies. On a également les sols à risque de battance, donc plutôt des sols limoneux avec des structures qui sont difficiles à maintenir. Et donc là, on va limiter la levée et donc on va être vraiment vigilant à la préparation du lit de semence, à la préparation de sol, au type d'implantation que l'on va faire pour notre pois protéagineux. Et vous voyez ici, hein, donc ça c'est la répartition de parcelles en fonction de la sévérité des maladies observées pendant la culture. En fonction des types de sol non hydromorphe, sol hydromorphe, et vous voyez hein, que les ratios de sévérité, forcément quand on est vert, c'est qu'on a inférieur à 20% de pression maladie. Quand on est en orange, on est supérieur à 50%, mais vous voyez qu'on a vraiment un lien hein, entre les types de sols et notamment les sols hydromorphes. Je passe rapidement sur la partie risque de déchaussement. On y reviendra tout à l'heure sur notamment la profondeur de semis. Sur les dates de semis également, hein, on va retrouver un lien avec la présence de maladies au printemps. Ici, on retrouve toujours nos typologies de sol. Sur des types de sols non hydromorphes, en fonction de la date de semis, vous voyez qu'on a une pression hein, au printemps qui est plus ou moins importante. On retrouve exactement les mêmes seuils de sévérité. Donc, semer pas trop précocement va permettre de limiter l'apparition des maladies précoces sur les pois protéagineux et donc de limiter l'incidence sur le rendement. Donc pour cela, on a des dates de semis. Donc globalement chez nous, ça ne change pas, on ne change pas les dates de semis. Donc notre conseil en pois d'hiver était du 15 novembre au 20 décembre. On reste sur les mêmes dates de semis. Attention aux semis trop précoces. Donc souvent, hein, on implante hein, les pois protéagineux à la fin des semis de céréales à paille. Bon, là, on va veiller vraiment, si on est sur des semis de céréales à paille plutôt précoces, à attendre hein, mi-novembre avant de commencer les semis de pois protéagineux d'hiver. Pois protéagineux de printemps, pour rappel, de mi-décembre au 10 janvier. Donc, type de sol, type de structure, date de semis et maintenant densité. La densité de semis, elle va également avoir un impact sur la présence de maladies. Ici, vous retrouvez un graphe donc issu de nos observatoires. Entre guillemets, là, enfin, les points guillemets rouges, ça va être les doses de semis conseillées. Et puis, vous allez retrouver ici les doses qui sont pratiquées au champ. On va mettre les sols calcaires de côté, hein, c'est des sols qui sont plutôt au nord. On va se concentrer sur nos sols argileux, hein, c'est argilo-calcaire, hein, les argilo-calcaires on les retrouve ici, nos sols limoneux. Et globalement, hein, donc en moyenne bien entendu, hein, sur l'ensemble de nos enquêtes qui ont pu être réalisées, on voit qu'on est plutôt sur des densités de semis trop élevées et forcément, ça va induire des biomasses très importantes qui vont enfermer l'humidité et qui elles aussi seront favorables à l'expression des pathogènes puisqu'il leur faut beaucoup d'humidité pour se développer. Donc on hérite hein, d'un contexte qui a 10 ans avec des variétés qui ramifiaient assez peu, de gel tardif, donc de gel printanier qui était plutôt limité à l'époque. On avait des vrais hivers, par contre quand le printemps arrivait, on n'avait plus forcément de phénomène de gel tardif, ce qui aujourd'hui a changé. Et du coup, ça demande à changer les pratiques au champ.
Ici, un peu un bilan de l'ensemble des éléments pour essayer de gérer au mieux les problématiques de maladies durant le cycle. Je ne vous ai pas parlé de la partie du choix de la variété qui est très importante également. On a certains critères qui permettent de limiter les stress qui vont engendrer la présence de maladies. L'implantation, je ne vais pas revenir sur les éléments, on vient de les citer ensemble. Et bien entendu, on n'oublie pas quand même la partie fongicide. J'en ai pas parlé ici, mais forcément, c'est un pilier derrière pour gérer les maladies, et notamment de démarrer tôt, de démarrer dès les premiers symptômes et de ne pas venir en pompier, parce que dès lors qu'on vient en pompier, on va poursuivre la maladie sans jamais arriver à la gérer. Donc, aujourd'hui, un positionnement qui vient à l'apparition des premiers symptômes, qu'on soit à début floraison ou non. Aujourd'hui, on a un peu des traitements pivots en poids protéagineux où on va venir protéger à début floraison. Aujourd'hui, notre communication va changer et on va venir plus tôt, si les premiers symptômes de maladie arrivent plus tôt dans le cycle et durant la phase foliaire, avant la partie reproductive. Je passe au soja maintenant. Toujours la même structure, donc ici forcément je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on va vraiment privilégier des types de sols avec des fortes réserves utiles. On sait que les besoins en eau du soja sont très élevés pour qu'il puisse exprimer son potentiel de rendement. On va éviter toutes les terres superficielles. On va éviter aussi les taux de caltératifs trop élevés qui vont limiter à la fois la mise en place de la symbiose, donc la présence de nosité, et puis du coup l'expression du rendement. On évite les terres hydromorphes, mais sur ces périodes de l'année, sauf façade atlantique ou piémont pyrénéen, on est moins exposé. La sensibilité forcément hydrique, surtout à partir de la floraison, et jusqu'à tard dans le cycle sur la partie remplissage des graines. Et puis on fera attention à la hauteur de la première gousse et puis à la gestion des bioagresseurs et notamment aux ravageurs donc, qui sont montants ces dernières années et dont je vais vous parler juste après pour faire un état un petit peu de ce que l'on met en place et des solutions qui se profilent à l'avenir. Problématique de ravageurs, on a parlé tout à l'heure de baisse de surface. Je voulais représenter un ici. Ici, vous avez les surfaces de soja en 2023, donc l'année où on a eu des très fortes pressions, à la fois de punaises, à la fois de pyrale du haricot. Et comment ça se traduit sur la campagne 2024 en termes de surface. Donc vous voyez que globalement, sur les gros bassins, ici, on a retenu que les départements les plus producteurs dans le sud-ouest de soja, ça se traduit par environ 30% de surface en moins en un an. Donc c'est quand même assez faramineux. On était aux alentours de 50 000 hectares en 2023. Cette baisse de surface, elle est surtout sur des systèmes plutôt en sec et donc plutôt chez des agriculteurs en mode de production biologique. Pour autant, on a quand même une baisse globale des surfaces. Les rendements de 2024, ici, et puis vous avez les surfaces 2024 donc, qui sont tombées autour de 35 000 hectares. Les principaux freins qu'on observe, donc ça va être toujours la gestion du désherbage. On n'a pas toutes les armes, mais aussi il y a vraiment besoin de communication aussi sur le bon positionnement de la construction du programme herbicide, à la fois sur la partie chimique, mais aussi sur la partie mixte ou désherbage mécanique. La gestion de la récolte, les problématiques d'égrainage, les phénomènes où les plantes restent vertes en fin de cycle, comme on a pu connaître en 2022 ou 2023. Forcément, la gestion des ravageurs, je vais venir juste après. Et puis le pilotage de l'irrigation, où aujourd'hui, ça a été très bien dit tout à l'heure, voilà, il y a un décalage, il y a vraiment une différence à faire avec le pilotage que l'on peut faire en maïs pour arriver à exprimer le rendement en fonction de la parcelle et du contexte parcellaire. Donc, des problématiques ravageurs qui sont montants. Je vais vous faire un focus pyrale du haricot sur ces quelques slides ici. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites à la fois en punaise et puis en héliotis, qui sont les deux autres ravageurs que l'on retrouve assez fréquemment ces 3 dernières années. Donc, la pyrale du haricot, c'est un lépidoptère, c'est une petite chenille qui va se développer dans la gousse. Vous la voyez, enfin vous la voyez certainement pas, mais en fait elle est ici. Vous voyez, elle est toute petite là dans une gousse de soja. Ici, c'est en fin de cycle larvaire. Et puis donc, elle va consommer les grains. Elle va souiller les grains.
Et derrière, forcément, ça crée des pertes directes et des pertes indirectes. Pertes directes parce qu'on a une perte forcément de grains, et indirectes parce qu'on va venir souiller à la récolte, on va avoir des problématiques de qualité des graines. Ici, vous avez le papillon à l'âge adulte, et ici, vous avez des petits trous. Donc vraiment, la pyrale du haricot, c'est vraiment un petit trou sur la gousse. Elle ne va pas du tout consommer l'extérieur de la gousse, et on va vraiment la détecter par ce petit trou. Globalement, historiquement, des premières attaques dans le sud-ouest de la France en 2003, des grosses attaques, donc forcément année de sécheresse, de chaud. Et puis après, elle s'est fait plutôt discrète, jusqu'en 2016, et puis là très récemment en 2020, 2022, 2023, et vous allez le voir en 2024. On peut retenir des pertes de 1,5 quinto pour 10% de gousses touchées. Pour essayer de mieux appréhender les difficultés et de créer un petit peu une dynamique collective autour de la gestion des bioagresseurs et notamment des ravageurs en soja, on a mis en place un groupe technique avec la dynamique FILEG, la filière légumineuses à graines d'Occitanie, pour essayer de mettre en place en partenariat un certain nombre de dispositifs terrain pour avoir des connaissances sur la pyrale du haricot. Donc ça passe par un suivi du papillon, par un suivi de la nuisibilité en parcelles fines avec des comptages précis. Ça passe par l'évaluation de solutions et notamment de trichogrammes qu'on a pu faire pour la première année en 2024. Les évaluations forcément de lutte directe, donc d'insecticides ou de biocontrôle, et puis des stratégies d'esquive par la précocité variétale, avec des doubles objectifs, pyrale du haricot et puis parfois la punaise, et notamment par exemple sur la précocité variétale. Donc sur la précocité variétale, c'est de se dire qu'on passe sur des précocités de type double zéro, simple zéro par rapport au groupe 1 ou groupe 2 que l'on a l'habitude de conduire ici, et également par des dates de semis plus précoces pour essayer d'échapper à ces ravageurs de fin de cycle. Donc le bilan pour 2024, on a eu 67 parcelles qui ont été suivies à l'échelle du sud-ouest. Vous avez la carte ici. Une année plutôt peu propice à la pyrale du haricot. On verra tout à l'heure des hypothèses d'explication que l'on a. Donc sur 103 parcelles qui ont pu être observées pour évaluer les dégâts, on a seulement 15% de parcelles avec symptômes, et puis sur un nombre plus resserré de parcelles où on a essayé d'évaluer vraiment l'intensité d'attaque, on a 2 parcelles qui indiquent des attaques de moins de 10% de gousses touchées, donc vraiment assez peu d'attaques sur cette campagne 2024. 2 facteurs explicatifs, un contexte météorologique moins favorable, mais aussi des situations, donc des contextes propices aux attaques de pyrale qui étaient moins nombreuses, parce qu'on le sait, historiquement, les grosses attaques de pyrale de haricot, on les retrouvait dans des systèmes en sec, donc dans des sojas qui étaient conduits en sec. Et cette année, les 30% de recul de surface, ils ont surtout été faits sur ce type de système en sec. Donc des attaques et des captures plutôt tardives, fin août, début septembre. 2 phénomènes explicatifs, les cumuls de pluie ou l'offre climatique, donc les sommes de température. Donc très rapidement ici, vous retrouvez donc les cumuls de pluie sur la période bien sûr qui nous intéresse du cycle du soja, la campagne 2021, 2022, 2023, 2024 et la campagne 2003. Donc 2003, les premières attaques massives, comme je vous le disais, de pyrale du haricot dans le sud-ouest, on la retrouve ici, donc une année à très forte pression. 2022, vous l'avez retrouvé ici, une année à très forte pression. Et puis notre année 2024 qui est ici, qui est entre les deux et qui pour autant est une année où on a eu peu de pression. Donc à elle seule, les cumuls de pluviométrie, ils ne permettent pas forcément de se positionner sur le risque d'attaque de pyrale du haricot, puisqu'on est une année peu propice entre 2 années qui ont été très propices aux attaques. Par contre, si on regarde donc à la fois les cumuls de pluie, mais surtout les sommes de température, toujours sur la période qui nous intéresse, donc du 20 juin au 10 septembre, on voit que les années à forte attaque, on les retrouve plutôt en haut ici,
donc sur des sommes de température très élevées, donc plutôt sur des années très chaudes. Ici, vous retrouvez 2021, très peu d'attaques, et puis la campagne 2024, on la retrouve ici, et également très peu d'attaques. 2022, 2023 et 2003 sont les 3 années où on a eu plus d'attaques de pyrale du haricot. Donc on a déjà un faisceau d'indices un petit peu sur le fait d'avoir des années chaudes qui soient propices au vol et aux pontes dans les sojas. Donc sur la pyrale du haricot, cette année 2024, elle nous permet de pas forcément avancer sur la connaissance, et notamment des vols, donc nombre de générations, hein, nombre de papillons piégés par semaine, donc vraiment un besoin de poursuivre hein, les premiers suivis qui ont été mis en place et luttes donc qui ont été faits dans le cadre de FILEG et qui vont être réengagés hein, sur cette campagne 2025. Des premiers résultats sur la partie lutte directe et puis sur la partie lutte de biocontrôle, que ce soit sur la partie précocité variétale ou sur les trichogrammes, un besoin de poursuivre faute d'attaque dans les essais que l'on avait mis en place. Sur la punaise, donc un ravageur qui a toujours été très présent en 2024, dans une moindre mesure que la campagne 2023, ça a été très bien dit tout à l'heure, en fait des arrivées beaucoup plus tardive, et on sait que plus la punaise va arriver tardivement et moins l'impact sur le rendement sera important, puisque les graines étant déjà quasiment à maturité, on a moins d'impact, mis à part des impacts de piqûres sur la qualité des graines, en tout cas sur le rendement, plus elles arrivent tard, et moins on aura d'impact sur le rendement. Des solutions aujourd'hui que l'on a en conventionnel, c'est plutôt en mode de production biologique où on est dans des impasses, et bien entendu tout ça reste à valider avec un ravageur qui est émergent, qu'on retrouve en tout cas de plus régulièrement dans les sojas, c'est la punaise diabolique, hein, donc on parle beaucoup de la punaise verte, mais on retrouve également des punaises diaboliques. Et sur l'héliotis, donc recrudescence des signalements, et puis des impacts vraiment en culture, c'est pour cette campagne 2024 qu'on n'avait pas eu en 2023 ou en 2022. Je passe sur le pois chiche. Sur le pois chiche, je vais directement aller sur la partie climatique. Attention aux températures fraîches, froides en début de cycle hein, pour la levée et pour sécuriser la levée de la culture. Attention également, hein, dès lors qu'on est sur des levées précoces, à des débuts floraison qui seraient trop précoces également, parce que contrairement au pois protéagineux qui craint les températures trop élevées à la floraison, notre pois chiche il craint des températures trop basses. Hein. Donc on a un seuil hein, qu'on peut retenir. Si les températures moyennes journalières sont inférieures à 15 degrés, on sait qu'on a un impact négatif sur la mise en place du rendement, notamment via des coulures de fleurs ou des avortements de gousses. Attention aussi, hein, c'est une culture qui est indéterminée. Toutes les légumineuses à graines sont indéterminées, mais ce caractère-là, en pois chiche, est très présent. Le facteur indéterminé, ça veut dire que si on n'a pas des conditions stressantes qui entraînent la maturité de la plante, elle va continuer à croître, elle va continuer à émettre des feuilles, elle va continuer à émettre des tiges, des fleurs et des gousses. Donc il faut vraiment qu'on ait un impact du climat pour pousser la plante à rentrer en maturité et qu'elle soit forcément récoltable par les producteurs. Ici, vous retrouvez exactement le même type de slide. Je vais m'attarder directement sur les freins techniques. La gestion des maladies, fusariose, ascochytose, assurer le peuplement. On a souvent des pertes hein, autour de la levée. Et puis, le ravageur, hein, l'héliotis, on en parlait à l'instant en soja. En soja, c'est plutôt un ravageur aujourd'hui secondaire. En pois chiche, c'est le principal ravageur. C'est une culture très appétente pour l'héliotis. Et donc ici, vous avez les freins que l'on peut noter sur la culture et sur la réussite de la culture. En pois chiche, j'ai fait 2 focus sur l'ascochytose et puis sur l'héliotis. Ascochytose, donc principale maladie du pois chiche. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ascochytose en pois protéagineux, donc on a le même terme, mais on n'est pas sur les mêmes pathogènes. Chaque ascochyta est spécifique à chaque espèce. Ici, on est sur l'ascochyta rabei, donc qui est spécifique à notre pois chiche. Donc des dégâts majeurs hein, en 2024, hein, dès le début de la campagne. Et pourquoi dès le début de la campagne? Parce que ce pathogène, eh bien, il a un mode de conservation sur graines. Et dès lors que l'on utilise des graines qui sont contaminées, on a un risque en parcelle d'avoir une pression forte dès le début du cycle. Et comme toute pression dès le début du cycle, elle est très difficile à gérer jusqu'à la récolte. Donc vous l'avez ici, hein, vous voyez hein, sur ces graines, eh bien, on a des pycnides hein, qui vont émettre des spores, et ces spores vont venir contaminer la plante dès le début de cycle.
Et ces plantes-là qui sont contaminées, eh bien, elles vont créer des foyers. Donc elles vont contaminer toutes les plantes qui sont autour et donc on a des foyers qui vont s'étaler dans la parcelle. Et vous le voyez en haut ici, enfin, tout ce qui est séché, c'est un foyer d'ascokytose qui est venu détruire complètement la parcelle. Pour gérer cette ascokytose en termes de levier intégré, on a la rotation, j'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure sur des règles globales d'insertion des légumineuses à graines. La gestion des résidus, très important aujourd'hui, voilà, on va gérer les résidus, on va les enfouir, on va vraiment accompagner l'enfouissement des résidus pour que les pailles se dégradent le plus vite possible et donc que les spores ne puissent pas contaminer l'année d'après, soit des parcelles qui sont dans l'environnement ou alors à l'avenir lorsque le pois chiche reviendra sur la même parcelle. Les variétés, bien entendu, le choix variétal il est très important. Aujourd'hui, on évalue la tolérance des variétés de pois chiches. On n'a pas aujourd'hui de communication là-dessus parce que finalement, le travail des semenciers est encore à faire puisqu'on a des variétés disponibles à ce jour qui ont la même tolérance, on va dire, à l'ascokytose et qui est plutôt, on va dire, faible par rapport aux races que l'on peut avoir sur le territoire. L'utilisation de semences saines, c'est très important, j'en parlais à l'instant. Pourquoi on a eu une campagne si difficile en ascokytose en 2024 ? C'est parce qu'on a eu parfois, malheureusement, l'utilisation de semences qui étaient déjà contaminées, et donc on s'est mis la maladie dans la parcelle dès le début de cycle. Densité, date de semis, respecter ces leviers-là pour éviter d'être dans un milieu favorable à l'expression. Et puis, le traitement de semences, aujourd'hui on a un traitement de semences en pois chiche qui est le PREPER, le fludoxinil, et donc il est à favoriser dès que c'est possible, en mode de production conventionnel bien entendu, et puis les applications foliaires qui sont aussi donc une stratégie de fongicide qui est très importante à mettre en place, sachant qu'on a à la fois des solutions classiques et de biocontrôle pour l'agriculture biologique. Donc incidence toujours très importante, des pratiques qui sont encore à améliorer, notamment sur le traitement de semences, notamment sur l'application des fongicides au bon moment et notamment assez tôt dès lors qu'on a des premiers symptômes en parcelle. Et puis des projets qui viennent accompagner tout ça avec vraiment une compréhension de la maladie à l'échelle parcellaire, à l'échelle territoriale. Un travail sur la semence avec les structures bien sûr adéquates, et puis de la lutte innovante. Je passe sur la partie héliotis maintenant. Donc l'héliotis, c'est un polyphage. Pourquoi c'est un polyphage ? Je vous en ai parlé en soja. Là, je vous en parle en pois chiche. J'aurais pu vous en parler en légumes industriels de type haricots, petits pois, tomates plein champ, maïs, bien entendu, sorgho. On pourra en parler en tournesol, on pourra en parler en colza. En fait, c'est un ravageur qui est capable de consommer une gamme très très large, plus d'une centaine d'espèces qui peuvent être potentiellement touchées par l'héliotis, mais elle va être friand d'espèces plus que d'autres. Donc soit elle va privilégier des espèces parce qu'elles sont présentes sur le territoire, et puis s'il n'y a plus rien à manger, elle va être capable de consommer des choses qui sont moins appétantes pour elle, mais qui permettent de maintenir l'espèce sur le territoire. On peut considérer par exemple que le tournesol ou le colza sont des espèces qui sont moins appétantes pour l'héliotis, mais pour autant, s'il n'y a plus rien à manger, notamment en septembre, fin août, début septembre, le papillon est capable de pondre des œufs sur ces espèces pour maintenir l'espèce. On a aussi un potentiel de fécondité qui est très important, donc là je suis sur le cadre tout en bas, ici, un cycle très court, donc la fécondité elle va être en fonction de l'environnement, mais globalement on peut dire que chaque femelle est capable de pondre environ 300 œufs et qu'elle va positionner ses œufs par petits paquets à plusieurs endroits d'une même parcelle, voire sur un territoire. Et on a plusieurs générations par an, globalement dans le sud-ouest on a environ 3 générations. Ensuite, on a une larve qui est capable de consommer plusieurs gousses. Tout à l'heure, on parlait de la pyrale du haricot. La pyrale du haricot, chaque larve va rester dans sa gousse. On ne va pas avoir ce qu'on appelle de stade baladeur où une larve va visiter une gousse, puis une autre, puis une autre. L'héliotis, ça va être le cas. Elle va consommer une gousse, donc les graines qui sont présentes dans une gousse, puis elle va changer de gousse. Elle peut changer même de plante. Voilà, elle a les capacités de se mouvoir et de changer de plante. Et puis l'adulte, il est lui aussi capable de migrer. Donc soit il se déplace
bon, de parcelle en parcelle, ça c'est assez logique, mais il est capable de migrer sur de longues distances. Donc si sur un territoire, la femelle s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas d'espèce qui soit potentiellement apte à recevoir ses œufs, et bien elle va se laisser porter par les vents dominants, et donc elle va pouvoir changer complètement de territoire. Et ça, on sait qu'elle est capable de se laisser porter sur des milliers de kilomètres. Donc on peut avoir à la fois des individus qui sont sédentaires, c'est-à-dire qui vont passer l'hiver sur le territoire, ici dans notre sud-ouest, et puis des arrivées d'héliotis du sud de l'Italie, du sud de l'Espagne, du Maghreb, quand il n'y a plus rien à manger là-bas, et venir sur nos secteurs. Comme d'ailleurs des individus qui sont présents sur notre secteur et qui vont se laisser porter plus au nord, sur la vallée du Rhône, sur le Poitou-Charentes, jusqu'en Bourgogne, pour aller s'implanter sur ces territoires, et notamment pour notre institut sur le soja par exemple. Ici, on a la période de risque, donc là je reviens sur le pois chiche. Hein. Donc on a les différents stades de notre pois chiche, et puis les phases de risque. Et vous voyez que la phase de risque, elle va vraiment se concentrer sur la mise en place des composantes de rendement, et notamment le nombre de gousses, donc le nombre de fleurs qui vont donner le nombre de gousses, et puis le nombre de graines par gousse. Et l'observation, elle va commencer dès le début de la floraison, donc on va vraiment anticiper la période de risque pour un petit peu voir l'activité du papillon, de l'adulte. Hein. Le suivi, il se fait via des pièges à phéromones en parcelle, où on va venir évaluer la pression des adultes, et chaque adulte est une potentielle femelle qui peut venir pondre. Et donc on va venir positionner notre protection en fonction, bien entendu, de la phase de risque, donc du stade de notre pois chiche, et de l'observation des adultes dans les pièges à phéromones. Donc, en 2024, on a eu une consolidation des leviers de lutte, et notamment par l'usage par dérogation d'un produit à base de chloranthaniliprol, qui est venu vraiment sécuriser la lutte pour les producteurs en conventionnel. On a aussi des formalisations d'actions cibles héliotis à moyen terme, et notamment qui passent par le Parsada accompli. Vous avez certainement entendu parler des guichets Parsada. Et donc il y a un Parsada qui s'est monté en pluri-filière, donc avec 15 productions qui représentent 7 filières, et qui est animé par l'UNILET. Et donc qui vise à mieux comprendre les connaissances, les vols d'héliotis à l'échelle française, et puis bien entendu d'essayer de trouver des solutions innovantes pour gérer ce ravageur à l'avenir. Parfait. Et je finirai du coup par la lentille. Hein. Vous retrouvez toujours la même chose, le petit contexte. Donc dans quel contexte elle peut s'implanter? Ici, on va toujours éviter les sols ridmorphes, sur la partie type de sol. On va éviter les sols à bonne réserve utile. Alors là, attention, ça veut tout et rien dire. C'est qu'à l'échelle française, on va éviter les sols à bonne réserve utile. Attention chez nous, sur des sols à trop faible réserve utile, on va dans le mur forcément, puisqu'on le verra tout à l'heure, on a des risques dès lors que les printemps sont chauds et secs, de non-récolte et de non-expression du rendement. Pourquoi on dit à l'échelle France d'éviter des sols à trop forte réserve hydrique? Parce que si on est sur des sols à trop forte réserve hydrique, on va avoir un développement de la lentille de façon foliaire, sans mise en place de gousses et de graines. Et dès lors qu'on a un trop fort développement, on a des risques de verse. J'y reviendrai tout à l'heure avec quelques slides à ce sujet. Et dès lors que on a des risques de verse, on a des maladies qui peuvent se mettre en place, qui vont être défavorables au rendement, et puis ça complique bien entendu la récolte. Les besoins en offre climatique, donc voilà, très sensible au stress hydrique, à floraison et au remplissage. Attention au risque de geler, notamment sur sa phase végétative. Donc là, on a un seuil à moins 10 degrés. Aujourd'hui, c'est aussi des choses que l'on teste en lentilles. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est des semis précoces, plus précoces que l'on peut le faire aujourd'hui, type pois de printemps par exemple, pour éviter les stress hydriques à floraison. Et je ne repasse pas sur la partie ITK. On a des problématiques, notamment des problématiques dues à la bruche ou dues aux maladies, botrytis ascochytose ou fusariose par exemple. La lentille, donc là on est sur pas les mêmes échelles par rapport aux espèces qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc on est sur 2400 hectares en 2023. Oui, je ne vous ai pas dit pour pois chiches et lentilles, on est sur cette surface 2023 parce qu'on n'a pas encore les surfaces de l'année 2024. Par contre, je vous ai mis à chaque fois les rendements de 2024. En lentilles, l'année dernière, c'est plutôt une bonne campagne.
On est aux alentours de 10 quintaux. Attention, je parle en brut, hein. Je ne parle pas en trié et commercialisé. Et vous avez ici les surfaces de lentilles. Donc on est plutôt sur une phase en perte de vitesse de lentilles dans le sud-ouest. Pourquoi? Ben ça s'explique par différents freins techniques que l'on peut observer. La gestion des ravageurs, les bruches, hein, ça c'est quasiment chaque année malheureusement. Les pucerons avec la campagne 2021 qui a été très problématique. Des pucerons qui ont transmis des viroses à nos lentilles et avec des pertes de surface et de parcelles qui étaient très importantes. Gestion des maladies, gestion de la récolte notamment par rapport à la verse et puis adaptation au stress hydrique. Donc ça, c'est plutôt par exemple les initiatives que l'on peut prendre sur les dates de semis. Donc gestion de la verse, les leviers à mettre en place. Voilà, déjà hein, des réserves utiles qui permettent de répondre aux besoins de la plante à la floraison, mais qui ne soient pas trop élevés non plus, pour pas qu'on favorise un développement exubérant au niveau foliaire. Des parcelles qui réussissent rapidement bien entendu, donc pas de stress de plantes à la mise en place et au semis, et sans avoir de reliquats azotés trop élevés, puisque vous le savez certainement, les légumes à graines donc ont une alimentation azotée majoritairement par les nodosités, mais elles sont capables bien entendu de capter l'azote s'il est présent. Respect des densités de semis, donc éviter toute surdensité, respect des dates de semis bien entendu, le choix de la variété, donc il faut savoir que depuis maintenant 4 ans, on met en place un réseau d'évaluation des différentes variétés. Il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation, mais ça permet déjà de connaître les variétés qui sont utilisées parfois depuis plus de 30 ans, mais qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'avait jamais évalué précisément et comparé différentes variétés. Donc vous voyez que on a une note de verse que l'on arrive à voir et donc un positionnement sur la verse. Donc ici vous avez les variétés avec une meilleure tenue et ici les variétés plutôt avec des tenues qui sont moins bonnes. Sachant qu'il y a quand même de l'innovation, je vous disais qu'il y a des variétés qu'on utilise depuis plus de 30 ans, mais il y a quand même de l'innovation aussi en lentilles sur les variétés avec des variétés qui vont arriver dans les prochaines années en verte et toutes couleurs. Là d'ailleurs vous avez les couleurs, vous avez les vertes ici, les blondes et puis les corails. Et pour gérer cette problématique verse, mais il y a aussi l'association de cultures, donc les cultures associées. On a entendu tout à l'heure parler Agribio, notamment sur la partie association. Donc on teste quand même sur cette partie lentilles pour faire perdurer la filière lentilles. Différentes associations pourraient prendre aux enjeux agronomiques, et notamment donc forcément quand on va choisir sa culture, son association de culture, il faut une compatibilité des cycles et notamment en fin de cycle pour qu'on puisse récolter les deux espèces à maturité et donc de pouvoir les valoriser. Faciliter la gestion des adventices, donc là ça va être surtout pour des producteurs en conventionnel, ce qu'on en a peu dans le sud-ouest en lentilles. Forcément de limiter la verse. Pourquoi pas avoir un effet sur les ravageurs? Le premier auquel on pense, c'est la bruche. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on a pu tester, malheureusement, on n'a jamais trouvé une espèce qui permette de diminuer la pression de bruche sur les lots de lentilles. Et puis la possibilité de désherber mécaniquement, bien entendu, pour nos producteurs. Et puis les critères de commercialisation, donc là ça a été évoqué, je vais passer assez rapidement par la coopérative Agribio. Donc forcément la valorisation économique de la culture associée, c'est un préalable qu'il faut avoir. La facilité de tri du matériel qui est disponible, soit en local, soit sur la partie métier du grain, chez le collecteur, et de respecter les cahiers des charges qui sont attendus par l'entreprise qui valorisera les lentilles. Aujourd'hui, donc, la pratique de la culture des cultures associées en lentilles, elle se fait majoritairement en AB, plus de 65% dans nos enquêtes pratiques culturales relèvent donc de modes de production bio. Et puis, le type d'association va être donc soit à base de céréales, et notamment d'orge, ou alors de cameline, donc qui est un oléagineux. Et donc vous avez je reviens en arrière ici, l'intérêt vis-à-vis donc notre de verse en fonction de l'association par rapport à notre lentille pure et donc la réduction de la verse. Et on voit qu'un certain nombre, notamment donc d'orge, de cameline, d'avoine, permettent de répondre à cette problématique de verse.
Sur la partie récolte, bon, quand on a tout fait pour pas que ça verse, mais malheureusement ça a versé, on a toujours cette solution du fauchage en drainage de la lentille. Donc je vais passer très rapidement ici, mais ça permet de sauver parfois une parcelle que l'on ne pourrait pas récolter de façon classique, donc de dédoubler la récolte. Ça engage des frais supplémentaires bien entendu, mais ça peut permettre parfois de sauver la production qui est en place. Avec chez Terra Innovia du coup des seuils, donc quand on déclenche, donc à quel moment, donc là ici vous avez les seuils de déclenchement. Donc quand on a, vous le voyez pas forcément très bien malheureusement sur cette slide ici, mais en fait quand on a 3 couleurs dans la parcelle, donc on a vraiment une maturité qui est en cours. Donc on a encore du vert, du jaune, du marron. Et c'est environ 10 à 15 jours avant une moisson classique. Attention bien entendu aux conditions climatiques qui vont suivre le fauchage de notre lentille. On n'est pas sur un colza par exemple où l'andenne ne repose pas sur le sol. Ici tout va reposer sur le sol, donc si on a des grosses pluies qui suivent, on va avoir un pourrissement et des risques de maladie. Et donc ça, vous retrouvez une fiche technique dédiée au fauchage en drainage de la lentille sur notre site internet. Donc les clés de la réussite des lags, ici je vous ai forcément pris quelques exemples, forcément il manque plein de choses sur la maîtrise des itinéraires techniques, mais ça aurait été beaucoup trop long de passer en revue l'ensemble des espèces et puis les clés de réussite de l'itinéraire technique. Donc ça fait appel forcément à des thématiques qui sont multiples, l'ITK, le climat, le sol, bien entendu du suivi culturel, de la formation, c'est un préalable qui est très important d'avoir pour la réussite de nos cultures. Et Terra Innovia, l'Institut vous accompagne pour cela, sur la maîtrise des itinéraires techniques, donc avec un certain nombre de livrables que vous pouvez retrouver. Des formations, donc formations dans le cadre de FILEG par exemple, donc pour l'ensemble des structures adhérentes à l'association, on a des formations que l'on met en place et donc qui vont avoir lieu très prochainement et de façon gratuite, des webinaires que vous retrouvez très régulièrement, nos guides techniques bien entendu. Et puis pour l'actualité, donc vraiment quand on est en plein cœur du suivi de la culture, des newsletters, des articles dans différents journaux agricoles, les réseaux sociaux et notre site internet bien entendu. J'en ai terminé. Merci Quentin. Est-ce qu'il y a des questions techniques, comment on fait ? Juste, je vais lancer les débats. Juste une question par rapport aux espèces dont tu as parlé, qui étaient plutôt à mettre sur des petites terres. Est-ce que je pense au poids de l'irrigation au printemps, ça pourrait permettre de faire quand même sur des petites terres ? Ouais. C'est une question comme ça que très clairement. Oui, bien sûr. Ouais, très clairement. C'est des pratiques que l'on a assez peu eu dans le sud-ouest, mais qui étaient vraiment très pratiquées dans le Poitou-Charentes, par exemple, où on avait vraiment des habitudes d'irrigation du pois protéagineux. Et très clairement, on vient, on va dire, sécuriser la mise en place du potentiel de rendement. Là, j'évoquais des rendements autour de 30-35 quintaux. Le poids, on peut très largement dépasser les 60 quintaux. Voilà, pour des potentiels en place qui peuvent s'exprimer d'ailleurs, qui se sont exprimés ces dernières années dans des situations bien particulières. Mais voilà, le potentiel de rendement du poids est à plus de 6 tonnes. Merci Quentin. Merci beaucoup.